Alexia m'informe de commencer le webinaire. Donc, si ça vous va, je commence en attendant que Alexia puisse régler les problèmes techniques. Donc voilà, merci beaucoup d'être là. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les voies d'optimisation de la levure sèche au niveau de la brasserie. Donc, je vous propose de commencer tout de suite. Alors, Alexia, Didier est technico-commerciale. Elle couvre la région France et la région francophone de Belgique également. Et alors moi je suis Gilles et je suis support technique pour l'équipe Europe de Fermentis. Et donc le principe, c'est que on va faire une présentation qui va durer environ 45 minutes. Et ensuite, on va laisser une quinzaine de minutes pour répondre aux questions. Ah, j'entends du bruit. Oui. Gilles, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, alors, on a déjà... Je suis désolée pour le contretemps. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Désolée pour le contretemps. On a déjà le son. Mais alors, je crois qu'on va devoir faire sans l'image. C'est toujours comme ça. Ça marche au test. Écoute, si tu veux, je veux bien bouger les lèvres au même rythme que toi, et ça fera un effet un peu bizarre. Non, mais je pense qu'on va devoir faire sans le visuel pour moi. Ce n'est pas bien grave. Ouais, alors, je termine la slide le temps que tu t'installes. Et donc, on a un super chat, je vois qu'il est déjà actif. N'hésitez pas à placer des questions que vous auriez pendant la présentation dans le chat. Moi, je vais les récupérer et on va les poser en fin de présentation en essayant de les consolider. Voilà. Alexia, je te laisse la parole. Là, je vais prendre ma main. Ok, donc je prends la suite. Donc, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Trois grandes parties. Trois grandes parties. Alors déjà deux parties, on va dire assez basiques. En première partie, nous allons parler du dosage de la levure, donc bien sûr en fonction des ales ou alors plutôt des lagers. La deuxième partie va concerner la méthode d'ensemencement de la levure. Donc ça, vous savez, il y a généralement deux grandes écoles. Soit on réhydrate la levure, soit on l'ensemence en direct. Donc ça, nous allons voir ensemble en deuxième partie. Et puis pour terminer, nous allons voir de quoi ma levure a-t-elle besoin pendant la fermentation. Alors, donc là, ici, pour démarrer en guise d'introduction, pour ceux qui ne connaîtraient pas Fermentis, et notamment le SAF, puisqu'en fait, Fermentis, on appartient, on est une business unit, en fait, on appelle ça, du groupe Le Safre. Donc le Safre, aujourd'hui, on est présent dans le monde entier. C'est plus de 10 000 collaborateurs à ce jour, avec 63 sites de production dans le monde entier. Et comme l'activité d'origine est encore aujourd'hui qui couvre plus de 80% de part du marché de Le Safre, c'est la panification, la partie panification. Et on estime aujourd'hui qu'un pain sur 3 dans le monde est fait avec la levure Le Safre. Donc pour la partie panification ici, vous avez ensuite un pôle qui est bien-être et santé, donc là toujours autour des propriétés des levures. Donc là, ça va concerner, alors par exemple, LHC, ça sera pour Leaf Human Care, la santé humaine. Ici, Philéo, la santé animale, et Agroxine, la santé des plantes. Vous avez aussi donc la grande partie biotechnologie industrielle avec notamment le bioéthanol. Et puis donc, nous nous situons ici, donc on va dire presque la partie la plus sympathique du groupe dans le pôle goût et plaisir alimentaire, et donc Fermentis spécialement dédié à la production de levure pour les boissons fermentées en tout genre. Ici, donc, pour vous resituer, donc nous sommes basés, le groupe Le Safre ainsi que Fermentis, nous avons nos bureaux à proximité de l'usine Le Safre, donc à Marc-en-Barœul précisément, donc juste à côté de Lille. Et alors ici, je vous ai mis aussi une localisation à la ville de Gand, puisqu'en fait, nos levures, en tout cas pour Fermentis, pour en tout cas les levures de bière, sont produites à Gand, en Belgique. Donc on est à 1 heure de route à peu près ici entre Lille et Gand. Donc vous voyez ici une vue de l'usine, l'usine qui s'appelle Algist Brugemann, donc à Gand. Juste pour vous illustrer ici, par exemple, vous voyez ici cette cuve de propagation donc, dans laquelle on cultive nos levures. Et ici, donc, en visuel, un filtre rotatif qui permet donc de récupérer notre pâte de levure, notre crème de levure, et donc au final, on aura l'étape de séchage
qui nous permet d'avoir la levure sèche. Pour rappel, aujourd'hui, Fermentis, donc sur la gamme bière, nous avons donc la gamme SAF Lager avec 3 souches Lager. Dans la gamme SAF Ale, les levures fermentation haute, vous en avez ici 7 plus la SAF Ale F2 qui est spécialement dédiée à la refermentation en bouteille. Nous avons également ce qu'on appelle sous l'appellation SAF Brew, la LA01 HA18, et alors il y a une petite manquante, c'est la DA16, qui est une nouveauté. Donc là, on a plutôt regroupé ces produits, puisque ce sont des produits un petit peu, des levures un peu particulières, et la 01, à titre d'exemple, donc LA pour l'eau, alcool. Et vous avez HA18 et DA16 qui sont des mélanges enzymes et levures, pour avoir des bières très atténuées, très sèches. Également, à côté des levures, donc une bactérie. Aujourd'hui, dans la gamme bactérie, on en a une, donc un Lactobacillus plantarum SAF Sour, donc dédié à la production des bières acides. Et puis alors, ce qu'on appelle Functional Products et Fermentation Aids, ce sont en fait des produits issus de dérivés de levure. Donc, on va sélectionner un composé en particulier dans la levure. En attendant qu'Alexia revienne. Alexia est de retour. Oui, je suis désolée, vraiment. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, c'est bon, apparemment, Gilles, tu peux m'entendre. Oui, je t'entends. Je vais tenter de poursuivre. Donc, je continue avec cette slide sur la gamme. Donc, pour vous expliquer que le Spring Blanche est un produit dérivé de levure, ce qui nous intéresse ici, c'est les protéines contenues dans la levure, qui vont en fait permettre, au contact de votre bière et donc des polyphénols contenus issus des matières végétales, de maintenir un trouble dans votre bière. Vous avez aussi donc la deuxième catégorie qu'on disait de produits dérivés de levure, les aides à la fermentation. Donc, le Spring Ferm BR2, qui est un produit 100% donc contenu de levure aussi, où là, en fait, vous avez tout ce qui est nutriments, protéines, en tout genre, contenus dans la levure et qui permettent, par exemple, d'aider à une fermentation qui serait bloquée. Donc, nous allons entamer, cette fois, rentrer dans le vif du sujet avec la première partie sur le dosage, le taux d'ensemencement pour ma levure. Donc, quel taux d'ensemencement? Et finalement, aussi, on parle en nombre de cellules. À combien de cellules ça peut correspondre? Donc, petit rappel assez rapide, 2 types de fermentation. Fermentation basse, dite plutôt à froid. Donc là, vous avez, alors classiquement, nous, dans la gamme, les lagers, les levures sont des Saccharomyces pastorianus. Saccharomyces, pour rappel, il s'agit du genre et pastorianus de l'espèce. Alors, fermentation basse, pourquoi? Puisque la levure, donc ici, aura tendance à sédimenter toujours vers le fond de la cuve. Et la plage de température de ces levures lagers est généralement, alors 7-24 degrés, c'est une fourchette assez large. De façon optimale, on sera plutôt à 10-12 degrés Celsius. Et à l'opposé, donc les fermentations hautes, plutôt à température chaude, oui. Les levures, donc Saccharomyces cerevisiae cette fois, auront tendance à rester plutôt en suspension, former une couronne de Crozen et travaillent à température plus haute que les lagers, ça bien évidemment, donc aux alentours de 20-24 degrés. Donc de combien de levure ai-je besoin? Alors, comme on travaille en levure sèche, nous vous garantissons que par gramme de levure sèche dans vos paquets, il y a 6 milliards de cellules. Ce qui en fait nous permet de convertir, donc par gramme de levure sèche, nous savons combien il y a de levure, donc on sait finalement par millilitre combien on va pouvoir avoir de cellules. Pour les levures de fermentation haute, donc la gamme SAF Ale, nous recommandons un dosage, un taux d'ensemencement de 50 à 80 grammes par hectolitre, ce qui correspond donc à un minimum de 3 à 6 millions de cellules. 3 millions de cellules si vous pitchez à 50 grammes hecto, et vous aurez aux alentours de 6 millions de cellules si vous pitchez à 50 grammes par hectolitre. Pour les fermentations basses, les souches lager, on est sur un dosage plus conséquent, donc de 80 à 120. Donc là, ce qui correspond à un minimum dans votre sachet au départ de la fermentation de 4,5 à 7 millions de cellules par millilitre. Donc la question que parfois je peux avoir, c'est pourquoi de 50 à 80 ou de 80 à 120. Et ça, généralement, ça va dépendre des conditions de brassage de votre bière. Si vous avez des conditions un petit peu difficiles, extrêmes pour la levure, si vous démarrez à haute densité, donc au-delà des 15-16 plateaux, si vous souhaitez travailler une levure ale, mais à température assez basse, là, peut-être penser à un petit peu surensemencer votre levure. Et alors, pourquoi aussi on a un taux d'ensemencement qui est supérieur des lagers par rapport au ale? Et bien tout simplement parce que les souches lagers ont un temps de génération déjà qui est supérieur au ale. Donc, ce qui entraîne finalement une phase de latence un petit peu. Et certains cas particuliers, donc par exemple, on me dit je voudrais optimiser l'utilisation de ma levure sèche, est-ce que je pourrais sous-ensemencer ma levure?
Là, c'est alors entre guillemets, oui, de votre responsabilité pardon, qui est engagée. Nous avons un minimum donc, recommandé à 50 grammes par hectolitre. Donc, il est toujours possible d'optimiser, alors généralement après plusieurs essais. Sachez que éventuellement vous avez un risque donc de fermentation qui soit plus longue, languissante, avec une phase de latence, un démarrage assez compliqué, plus long pour la levure, une adaptation à son milieu est donc un peu plus compliquée. Parfois, des fois même une fermentation un arrêt de fermentation, donc une fermentation incomplète qui est associée directement après au profil aromatique qui serait altéré avec des faux goûts, par exemple du diacétyl, présence de diacétyl ou de l'acétaldéhyde. Le diacétyl donc qui ne serait pas réduit en fin de fermentation ou l'acétaldéhyde qui ne serait pas converti finalement en éthanol. Donc vous allez forcément engendrer une croissance cellulaire plus importante, plus de croissance cellulaire. Donc en fait, quand elles vont consommer les sucres, les levures, plutôt que de commencer directement à fermenter, à produire de l'éthanol, elles vont continuer à se développer, donc produire de la biomasse. Donc vous risquez d'avoir un rendement moindre et moins d'alcool que prévu. Et vous avez un risque aussi de forcément donc modification du profil aromatique. C'est ce que je disais par rapport au faux goût, et peut-être aussi quelque chose qui pourrait être, vous avez une levure qui produit énormément d'ester. Si vous en mettez un petit peu moins, forcément vous allez peut-être en sentir un peu moins dans votre produit fini. Et alors un cas plus rare, mais donc si je surensemence ma levure, comme je disais juste avant, dans des conditions difficiles, bon après une fermentation très rapide, donc ça peut être la conséquence, mais là c'est vraiment si quasiment vous doublez le taux d'ensemencement au départ. Une modification du profil aromatique est peut-être envisagée. Et alors le plus commun, c'est un risque d'autolyse. Si vous surensemencez, donc vraiment trop, vous allez avoir l'autolyse de la levure. Donc l'autolyse, c'est quoi? C'est simplement les parois cellulaires qui vont se rompre. Le contenu cellulaire de la levure va être relargué dans la bière. Vous pouvez avoir par exemple un problème pour une bière qui serait filtrée. Si vous avez un phénomène d'autolyse, vous avez par exemple le glycogène qui était contenu dans la levure qui pourrait donner un côté trouble à la bière malgré qu'elle ait été filtrée. Ça, c'est un peu lié à l'autolyse et qui des fois aussi peut donner un goût d'autolyse de levure très marqué et parfois très fort qui peut être assez désagréable. Et alors ici, pour le coup, c'est l'inverse, moins de renouvellement cellulaire, puisque vous avez une population très importante par rapport à la quantité d'éléments nutritifs et de sucre à transformer. Donc vous auriez, par exemple, dans le cas où vous souhaiteriez récolter la levure, une qualité moindre de votre crème de levure, de votre pied de cuve. Ici, par exemple, pour vous illustrer, le cas de une SAFEIL, donc une fermentation haute chez nous, la BE134 qui est typique des bières saison. Si on fixe les conditions à 20 degrés, donc fermentation à 20 degrés, et alors avec une densité de départ à 16 plateaux, ici, donc le déroulé de la fermentation avec l'extrait apparent donc, qui diminue. On se rend compte ici, donc on a deux conditions, un pitch à 25 grammes hecto et un pitch à 100 grammes hecto. On voit typiquement, forcément, une différence. Avec un dosage à 100 grammes à l'hecto, vous avez une fermentation qui va être terminée au bout de 4 jours, alors que si, donc là vous êtes 2 fois supérieur au taux recommandé de 50, et si alors vous diminuez de moitié le taux recommandé pour le taux d'ensemencement, vous voyez que la fermentation va être vraiment languissante, on arrive difficilement au bout, donc là on compte une quinzaine de jours facilement en plus pour que la fermentation arrive à son terme. Ensuite, donc, je vais enchaîner sur la deuxième partie, donc, qui concerne la méthode d'ensemencement. Donc là, comme je disais, toujours deux méthodes, donc une réhydratation ou un ensemencement direct. Ce qui est important de voir, et ce que nous, je vais vous montrer ensuite, c'est de voir est-ce qu'il y a des différences qui sont remarquées en ce qui concerne la viabilité et la vitalité de la levure. Est-ce que la levure est toujours dans de bonnes conditions? Est-ce qu'elle est finalement en forme pour pouvoir fermenter dans de bonnes conditions? Donc classiquement, au niveau de la réhydratation, ça c'est quelque chose qui, il y a 2 ou 3 ans chez Fermentis, on vous disait systématiquement, votre levure sèche, vous la réhydratez avant de l'utiliser et avant de l'ensemencer. Donc typiquement, c'était ce schéma-là. Donc vous aviez un contenant, un récipient autre que celui dans lequel vous alliez faire la fermentation. Et donc là, dans de l'eau ou du mou, ça c'était votre choix également, vous pouviez réhydrater la levure avec une agitation ou pas, ça c'était chacun sa façon de faire. Et après, il était temps de l'ensemencer et de mettre cette levure réhydratée dans le fermenteur. Donc une température aussi de réhydratation pour les lagers qui est plutôt aux alentours de 21-25 degrés et légèrement supérieure jusqu'à 29, même 30 degrés pour les fermentations hautes. Ici aussi, je vous montre aussi la température et la durée de stockage
recommandé si parfois j'ai entendu des brasseurs qui me disent je réhydrate ma levure, mais pour gagner du temps, je le fais un petit peu avant, la veille, etc. Alors là, en fonction d'une durée de stockage, vous avez une température de stockage qui est recommandée. Si par exemple, vous réhydratez votre levure et vous avez une durée d'environ 18 heures à peu près avant de l'ensemencer, préférez la stocker à 4 degrés. Si vous avez, si vous dites, moi je vais réhydrater ma levure, dans 6 heures après, je la mettrai en fermentation, préférez plutôt aux alentours de 20 degrés. Vous pouvez, à partir de là, en dessous de 6 heures, vous pouvez commencer à rester à température ambiante sans problème. Et puis alors, 4 heures, on va dire une demi-journée, vous pouvez rester à température ambiante, 25 degrés sans problème. Le deuxième cas de figure, la deuxième méthode, donc l'ensemencement direct. Donc, première étape, ça va être tout simplement de remplir votre fermenteur, donc avec, on va dire, entre un quart et un tiers de mou. Puis de simplement de saupoudrer, venir saupoudrer la levure. Donc, alors, si vous êtes dans le cas ici, par exemple, comme c'est imagé dans le cas d'une cuve cylindre conique, par exemple, remplir déjà le cône, par le trou d'homme, donc venir saupoudrer la levure. Et puis, donc, finalement, il ne reste plus qu'à compléter avec le restant du mou. Et là, je vais vous présenter donc l'étude donc, qui est easy to use. Ça, c'est le concept qu'on appose sur nos levures et qui certifie qu'on peut ensemencer directement nos levures fermentistes, donc directement dans le fermenteur. Et donc ça, c'est toute l'étude qu'on a faite pour supporter cette théorie. Donc on va regarder deux grands paramètres, deux grandes caractéristiques autour de la levure. Premièrement, sa viabilité. Donc la viabilité de la levure, qu'est-ce que c'est? Ça correspond au, donc on dit le taux de viabilité, c'est donc le nombre de cellules vivantes que vous allez avoir. Un taux de viabilité, un taux de mortalité, bien évidemment. Donc ici, les conditions testées pour l'essai. Donc vous avez ici déjà trois grandes conditions qui sont par rapport à l'agitation. Une première condition, donc sans agitation. Vous venez simplement saupoudrer votre levure à la surface du liquide, donc de votre milieu, de l'eau, du mou, et on ne fait rien, on n'agite pas. La deuxième méthode, donc on a appelé ça agitation modérée, douce. Donc là, vous saupoudrez. Donc ici, nous, les conditions, c'était la levure est saupoudrée en surface du liquide. Pendant 15 minutes, on n'y touche pas, on laisse la levure aussi se réhydrater un petit peu toute seule dans le milieu. Et puis, une agitation ensuite est maintenue, donc sans rotation par minute. Pendant 30 minutes, c'est quelque chose d'assez assez doux, assez modéré. Donc. Et une troisième, donc agitation violente. Pour le coup, là, on fait carrément l'inverse. On met déjà la levure dans le contenant et on vient verser le milieu dessus. Donc là, pour la levure, c'est un petit peu plus stressant et on agite ensuite violemment pendant quelques minutes. On va regarder aussi dans les conditions de ce test le temps de réhydratation nécessaire à la levure. Donc ici, imagé pour 15 minutes, 30 minutes ou 45 minutes. Voir s'il y a une différence entre 15 et 45 minutes, se dire est-ce que la levure a besoin d'attendre plutôt 45 minutes pour être correctement réhydratée. D'autres conditions testées, donc on regarde en fonction de l'impact de la température, donc on fait varier de 8 à 40 degrés. Là, c'est simplement donc, pour l'utilisation de la levure, quand on la réhydrate, on met une part de levure dans 10 fois son poids en milieu. Et donc, on teste bien sûr différents milieux aussi. Donc, différentes qualités d'eau. Donc, on a testé avec de l'eau distillée, minérale, et l'eau du réseau. Et alors, pour les mous, différentes concentrations de 7, 15 et 25 degrés plateau. Et la viabilité sera exprimée dans ce que je vais vous montrer derrière en pourcentage. Elle est réalisée sur un appareil qu'on appelle le Vicel, qui fait un comptage en fait automatique. Ce que vous pouvez faire à l'œil, l'appareil le fait automatiquement, et toujours avec une coloration au bleu de Tripan. On va commencer ici. Donc on regarde l'impact, l'influence de la température qui va varier et de la méthode d'agitation sur la viabilité des levures. Donc là, ici, vous avez 4 graphes. Vous avez aussi 3 couleurs différentes ici. Donc en bleu, vous avez la condition, donc le pourcentage de viabilité quand on n'a pas agité. Donc une deuxième ici condition, donc les barres qui sont en vert, lorsqu'on a une agitation modérée, et en rouge, vous avez l'agitation violente. À noter aussi qu'on a attendu 45 minutes pour la réhydratation de la levure et que c'était dans de l'eau du réseau. Donc ici, on a dit influence de la température et de l'agitation. Donc vous avez toujours la viabilité ici en ordonnée, donc en pourcentage. Il est important de noter aussi que vous voyez qu'on démarre à une valeur de 50 ici. Donc les viabilités sont déjà au minimum à 50%. Et donc l'axe des abscisses représente les différentes températures testées. 8, 12, 16, 20, 32 et 40 pour chaque ici. Alors, si on regarde déjà les deux graphes ici à gauche, vous avez deux levures de fermentation haute.
une T58, une S33. La fermentation, la T58, la SAFEL T58, déjà, on remarque tout de suite qu'il y a des viabilités qui sont meilleures que pour la S33. Ça, c'est simplement dû au fait que la T58, on le sait, est une souche robuste. Vous avez de toute façon des différences de viabilité entre chaque souche. Après, qu'est-ce qu'on constate? Donc déjà, ce qui est assez frappant, quand on regarde donc, les barres en rouge, avec une agitation violente, on voit tout de suite que les viabilités sont nettement moins bonnes. Et alors, à température inférieure ici, pour les levures de fermentation haute, on voit que c'est pas l'idéal. Hein. Les viabilités sont inférieures. Donc, préférez en fait finalement une température de réhydratation au-dessus de 20 degrés. Pour les SAF lagers, les lagers ici, donc pareil, la viabilité toujours ici en pourcentage, on constate le même cas de figure, donc avec une agitation violente, les barres en rouge sont inférieures. Vous avez une viabilité qui est nettement moins bonne. Et alors ici, c'est un petit peu l'inverse. Plus on aura tendance à aller vers des températures hautes, alors supérieures à 20 degrés, 32-40, là c'est vraiment trop haut pour une souche lager. En fait, le meilleur, c'est plutôt voilà, à 12-16 degrés. Donc finalement, c'est proche d'une température de fermentation d'une lager. Donc, en résumé, les ale sans agitation, donc les barres en bleu restent la meilleure condition, le meilleur type d'agitation quand on regarde les viabilités ici, et à température haute. Donc, je disais plutôt au-dessus de 20 degrés. Et les lagers, de même, sans agitation, on constate ici, et donc à température plus basse pour ces souches lagers. On continue à regarder le pourcentage donc, de viabilité. Cette fois, on regarde l'influence du temps de réhydratation. Donc, vous avez un premier graphe pour les ale et ici à droite les lagers, donc différentes souches testées. Vous en avez 3 ici en fermentation haute et 2 en fermentation basse. Et donc l'axe des abscisses ici, ce n'est plus les températures, mais les temps de réhydratation, de 15 à 45 minutes. L'objectif, c'est de voir à quel moment, à quel temps, la levure aura atteint sa meilleure viabilité. Alors que ce soit ici ou ici, on constate que les barres ici, l'histogramme, est similaire qu'on se place à 15 minutes ou à 45 minutes. Ce qui veut dire qu'à 15 minutes, la levure est finalement correctement réhydratée et avec sa viabilité maximale. Donc ici, comme je vous disais, toujours des différences entre souches. En bleu, vous avez la T58 par exemple, et l'US05 qui est un petit peu en dessous. Donc là, voilà, ça c'est toujours à noter qu'entre souches, il y a forcément des différences de viabilité. Pour les lagers, la viabilité est un petit peu moindre ici parce qu'on est placé à 32 degrés pour ce test-là. C'est vrai que j'ai pas précisé les autres conditions ici. On a réhydraté dans de l'eau distillée et on a agité de façon modérée. Mais le constat est le même, que ce soit pour les ale ou les lagers. Donc après 15 minutes, vous avez une levure qui est correctement réhydratée et qui atteint sa viabilité maximale. Pas besoin d'attendre une demi-heure, 45 minutes, une heure. Toujours sur la viabilité, maintenant on regarde en fonction du milieu. Donc l'eau, déjà dans un premier temps, comme je vous disais, on a testé les 3 qualités d'eau différentes, l'eau distillée, minérale ou du robinet. Donc là c'est 3 souches, vous avez une lager ici au milieu. On a laissé quand même 45 minutes pour la réhydratation. On est à 32 degrés Celsius et on a agité de façon modérée, donc les conditions les plus adaptées, les plus optimales. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, peu importe le type d'eau, finalement, vous avez sensiblement la même viabilité que vous utilisez de l'eau distillée, minérale ou du réseau. Donc, la qualité de l'eau n'influence pas de manière significative la viabilité pendant la réhydratation de votre levure. Cette fois dans un milieu mou, donc là on avait dit qu'on allait regarder ce qui se passait en fonction d'un mou plus ou moins concentré. Ici on a 7 plateaux jusqu'à 25 plateaux, et on regarde aussi en fonction de 2 températures. Donc les mêmes souches que tout à l'heure, avec la lager qui est ici au milieu, une T58, une US05. Toujours une réhydratation, on a mesuré la viabilité au bout de 45 minutes, et on a agité de façon modérée toujours. Donc là en fait on compare ici en bleu, vous avez les barres bleues, donc c'est un milieu haut pour comparer, et les 3 autres sont du mou. Donc du plus clair au plus foncé, vous avez du moins concentré au plus concentré. Et ici, ce qu'on voit déjà donc, dans un premier temps, c'est que réhydrater dans du mou, bien finalement, par rapport à de l'eau, il y a peu de différence, et alors ça n'affecte en rien du tout la viabilité des levures, et ça serait même, si je peux dire, l'inverse. Et étonnamment, même en étant dans un mou qui serait à 25 plateaux pour hydrater ma levure, et bien finalement, ça n'a peu d'impact et il y a peu de différence entre un mou qui serait à basse densité, donc à 7 plateaux, et jusqu'à 25 degrés plateau. Peu de différence.
Deuxième partie du test, j'ai parlé de viabilité. Maintenant, si on regarde la vitalité, alors qu'est-ce que c'est la vitalité d'une levure? J'ai dit viabilité, c'est le nombre de cellules viables. Vitalité, c'est plutôt au niveau de son comportement. Comment la levure va se comporter pendant la fermentation. Donc, on va regarder la cinétique de fermentation et on va regarder aussi sa capacité à produire les composés aromatiques qu'elle produit habituellement. Donc, les conditions de test, on a toujours des souches ici de fermentation haute, de fermentation basse. On est sur un mood de départ à 15 degrés plateau. On a forcément un dosage plus conséquent pour les levures lager à 100 grammes par hecto, 50 pour les levures de fermentation haute. Pareil pour la température, toujours un petit peu plus haute ici en réhydratation. On s'est mis à 20 degrés pour les ale et 14 degrés pour les lagers. Et donc là, ici, on va regarder cette fois les méthodes d'ensemencement. Donc on a deux conditions ici en réhydratation, on va dire plutôt standard idéal. Donc avec ici sans agitation et on réhydrate dans de l'eau à 30 degrés. Et ici on va réhydrater dans un mou qui a 15 plateaux, on est aux alentours de 20 degrés et on agite modérément. Et dernière condition testée, on est en direct pitch pour BP, on est donc avec un ensemencement direct directement dans le fermenteur. Vous avez ici les résultats qui sont compilés pour une SAFEL USO5, donc une levure fermentation haute ici. Vous avez un premier graphe ici qui nous montre le déroulement de la fermentation. Donc, en fait, ici, vous avez le taux d'alcool ici qui est directement corrélé au déroulement de la fermentation. Donc, vous voyez que on a trois courbes, donc les trois conditions dont je parlais, un ensemencement direct et une réhydratation dans deux milieux, eau et mou. Peu importe la méthode choisie, ici, la US05 va fermenter de la même manière. Il n'y a pas d'impact visible, en tout cas, sur la production d'éthanol, qu'on voit un petit peu plus détaillé ici sur la droite. Vous voyez, on est aux alentours de 6,4 ici, avec très peu de différence. Et sur un rendement, l'atténuation des levures, donc pour la US05, on est classiquement entre 80 et 85. Vous voyez que peu importe, pareil, les conditions, on ne bouge pas. On reste aux alentours de 80. Alors, je disais aussi comme on regarde la production donc des composés volatiles aromatiques. Donc, vous avez les VDK, donc ça, c'est la famille des dicétones vicinales pour son petit nom. Par exemple, c'est le diacétyl. Vous avez donc les alcools supérieurs, les esters très importants et l'acétaldéhyde. Donc, encore une fois, les trois conditions ici. Et là, ce qui est important de voir, c'est que en fonction des trois conditions, la production de ces composés reste la même. Dans le cas d'une lager ici, pour la S23, pareil, déroulé de la fermentation avec la production d'éthanol. En fonction des trois conditions, aucune différence significative ici. On le voit encore ici. Sur l'atténuation, pareil, nous sommes aux alentours de 80% aussi pour cette lager, peu importe la condition choisie pour semencer votre levure. Et sur la production des composés aromatiques, c'est la même chose. Vous avez typiquement le même schéma en fonction des trois conditions. En conclusion, par rapport à la viabilité, donc les conclusions sont finalement les mêmes pour les ale et les lagers. Donc là, ce qui est le plus important à retenir, c'est au niveau de l'agitation. Vous avez vu que par contre, si vous agitez violemment quand vous réhydratez, ou même après, généralement, si vous ensemencez en direct, le fermenteur ne va pas bouger. Mais si vous réhydratez, pensez plutôt à, si possible, même ne pas agiter, si vous avez assez confiance en ce processus. Sinon, agitez, mais de façon modérée. De façon modérée, par exemple, j'ai déjà vu que certains brasseurs réhydrataient dans un fût et puis après se lançaient le fût un petit peu au pied, comme pour un match de foot. Et alors ça, là, vous avez des forces de cisaillement qui sont beaucoup trop importantes pour la levure et vous allez diminuer votre viabilité de 30% assez facilement. Pour réhydrater votre levure, on l'a vu aussi donc à une température finalement proche de celle de la fermentation, donc en fonction des ale et des lagers. Sur le temps, la durée de réhydratation, pour que la levure soit prête à fermenter, assimiler les sucres, 15 minutes suffit. Alors 15 sur... Donc si je peux me permettre, je vais reprendre la présentation en attendant que Alexia revienne. Rapidement, pour reprendre les conclusions easy to use, c'est une étude qui a été valable pour les ale et pour les lagers, tant pour la viabilité que pour la vitalité. Ce qui est le facteur prépondérant, c'est l'agitation. Donc, une agitation violente va diminuer la viabilité et donc il faut préférer une agitation modérée, voire pas d'agitation du tout, et juste
une homogénéisation avant d'ajouter la levure. La levure peut parfaitement être hydratée à température de sel de fermentation. Et au bout de 15 minutes, on a une levure qui est prête à être utilisée. Et ensuite, au niveau de la vitalité, il n'y a pas eu de conséquences, de différence entre les lagers de nouveau. Et il n'y a pas eu de différence non plus entre une réhydratation dans l'eau et un ensemencement après hydratation ou un ensemencement direct dans la levure. Donc la conclusion, c'est que il y a tout à fait possible de faire ce qu'on appelle le direct pitch, donc de faire de l'easy to use, mais bien sûr c'est le choix qui reste au brasseur si c'est plus pratique pour lui de faire une hydratation, il y a aucun problème, ça fonctionne de même. Et donc toutes les levures fermentisses sont easy to use, excepté les deux Sav-Brew qui, elles, en fait, sont un mélange levure plus enzyme, et c'est pour ça qu'elles ne sont pas considérées comme easy to use. Et ensuite, la SAF LF2, parce qu'elle est ensemencée directement dans la bière, donc ça change la donne. Alors, de quoi ma levure a-t-elle besoin pendant la fermentation? Donc, dans cette partie-là, on va parler essentiellement du diacétyl. Et on va aussi dire un mot sur l'oxygénation, sur les recommandations d'oxygénation de Fermentis. J'entends quelque chose. Alexia, si tu es là, n'hésite pas à reprendre la main. Donc voilà, un petit rappel. Au niveau de la fermentation alcoolique, la fermentation, c'est essentiellement prendre des sucres. Donc, ce sont glucose, fructose, maltose, et ainsi de suite. Et la levure, dans un milieu en absence d'oxygène, va créer de l'éthanol, du CO2 et de l'énergie sous forme d'ATP, et également de la chaleur. Si on regarde au niveau du bilan massique de sucre, c'est Balling qui avait fait cette équation, 1 kg de sucre va donner 484 grammes d'éthanol et 463 grammes de CO2, donc quasi 50-50. Et dans les conditions utilisées, 53 grammes de levure. Et donc, c'est l'action principale de la levure, c'est créer son énergie pour pouvoir se diviser et se multiplier. Et il y a également beaucoup de voies métaboliques secondaires. Donc, on voit ici une illustration, quelques acides gras, des aldéhydes, des composés soufrés. Donc ça, c'est plutôt les composés qui sont des faux goûts, donc on n'a pas envie de créer au niveau de la bière. Et ensuite, alcool supérieur, ester et aussi des acides organiques. Ça, ce sont tous des composés que la levure va également créer. Voilà, je vais passer à la slide suivante. Donc, la levure est un micro-organisme qui a peu de besoins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a du sucre, donc une source d'énergie, et qu'elle trouve des composés simples, donc une source de soufre, une source de phosphore, une source de... Excusez-moi, j'arrive plus à retomber sur le nom. Donc, de quoi créer en tout cas ces acides aminés, quelques minéraux. Elle peut ensuite synthétiser l'ensemble de ces composés de base, l'ensemble de ces composés complexes et créer de la biomasse. Et donc, la levure a vraiment des besoins qui sont minimes. Donc, les sucres fermentescibles et maintenant les acides aminés, ils ont quand même un intérêt pour la multiplication de la levure. C'est plus facile pour la levure d'utiliser des acides aminés qu'elle va trouver dans son milieu plutôt que de les synthétiser. Mais elle a la possibilité de les synthétiser. Ensuite, tout ce qui est stérol et acides gras qu'elle va trouver également dans son milieu pour la stabilité des membranes et la croissance. Et le cas de l'ergostérol, il est assez intéressant parce que c'est un composé et la levure va avoir besoin d'oxygène pour pouvoir le synthétiser. Et dernièrement, des minéraux essentiels, par exemple le zinc, c'est le plus connu, qui est un cofacteur. Donc
s'il n'y a pas de zinc, il y a une réaction enzymatique que la levure ne va pas être capable de faire, et donc elle va se retrouver en difficulté. Alors, pour parler principalement des FAN, donc FAN, ça veut dire Free Amino Nitrogen. Donc, la levure a la capacité d'utiliser comme source d'azote soit les acides aminés, soit l'ammoniac directement s'il est présent dans le milieu, et certains di- et tripeptides, mais ça c'est vraiment des voies secondaires. Au niveau, là, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les fans, et il y a un optimum qu'on recherche quand on fait une bière à environ 5% d'alcool, c'est d'avoir environ 150 à 200 ppm de fans, ce qui est généralement le cas avec un mousse standard, avec des matières premières standards. Et alors, bien sûr, on peut jouer sur les fans en modifiant le malt, donc les types de malt utilisés. Il y a certains malts qui sont plus désagrégés que d'autres, donc ils vont faire plus de fans que d'autres. Et aussi le profil de brassage, c'est-à-dire que si on fait un palier à 45 degrés, ben on va pouvoir dégrader les protéines et produire plus de fans. Donc, ça, c'est la fin pour l'introduction au niveau des fans et du diacétyl. Le diacétyl, c'est le goût beurré, le goût rance qu'on peut avoir en fin de fermentation. Ah, la slide a sauté toute seule, je vais revenir. Il y a deux composés essentiellement. On va parler essentiellement du diacétyl. Ce sera beaucoup plus simple. Ce sont des composés qui sont très aromatiques, c'est-à-dire que une quantité très très petite va être détectée, donc c'est le seuil de perception. Pour rappel, le seuil de perception, selon certaines études, en fait, c'est la concentration d'un composé à laquelle un échantillon moyen, et donc dans l'échantillon moyen, 50% du groupe va détecter ce composé. Donc le diacétyl est lié au métabolisme des fans, on va voir ça juste après. Il est produit durant toutes les fermentations alcooliques, c'est impossible de l'éviter, et le reste on a déjà vu. Donc voici une levure, et donc vous voyez qu'ici il y a deux voies métaboliques qui sont très très résumées. Donc la voie avec des sucres fermentescibles et une autre voie qui prend comme départ la tréonine. Et en fait, c'est pour la levure un moyen de synthétiser des acides aminés essentiels, la valine, la leucine, ou dans ce cas-ci, l'isoleucine. Et vous voyez qu'ici, il y a un composé intermédiaire qui va pouvoir sortir de la levure par diffusion naturelle, s'oxyder dans le milieu, et c'est ça qui va créer le diacétyl. Donc, quand la levure fait de la valine, elle va créer de l'acétolactate qui va, Alexia, je te vois, faire du diacétyl. Je pense qu'on t'entend d'ailleurs. Oui, vous m'entendez? C'est bon. Je vais rendre la main à Alexia du coup. Oui. Je laisse terminer, je reprends la suite. Voilà, bon, je termine cette slide et puis je te donne la suite. Et donc, le gros avantage de la levure, c'est qu'elle peut réimporter le diacétyl et le réduire dans un composé qui est un alcool en fait, et qui lui a un seuil de perception qui est très très élevé, donc il n'est absolument pas détecté par l'homme. Et donc, l'autre voie est exactement similaire, donc on peut passer très vite. Ce qui est important, c'est que si la levure trouve, et là la slide est censée passer, de la valine dans son milieu, elle va préférer utiliser la valine que la synthétiser, et à ce moment-là, elle ne va pas créer d'acétolactate et donc pas de diacétyl. Et ici, c'est pareil pour l'isoleucine. Quand la levure la trouve dans son milieu, elle préfère l'importer et l'utiliser directement plutôt que de la synthétiser. Voilà, Alexia, je te rends. Oui, merci. Vraiment désolée pour ce contretemps et ces échanges de paroles, mais je vais reprendre la suite. Donc Gilles, tu as pu parler du diacétyl. Donc là, on a fait le lien donc avec les besoins en FAN, donc en azote libre disponible pour la levure, et donc aussi donc ça fait le lien avec les acides aminés. Et quand on regarde au niveau
des acides aminés ici, simplement pour vous illustrer donc un tableau qui présente donc deux classifications différentes en fonction des acides aminés. Donc la levure va absorber les acides aminés, donc de façon rapide, modérée, plutôt lente ou vraiment très très lente. Et on a aussi donc en fonction des besoins de la levure trois classifications ici pour ces acides aminés. Les acides aminés qui sont peu essentiels à la levure, les acides aminés qui sont, on va dire, vitaux, mais qu'elle peut néanmoins synthétiser. C'est comme ça qu'il faut le comprendre ici. Et en troisième groupe, ici, les acides aminés qui sont absolument essentiels, cruciaux. Donc, vous voyez, c'est bien ce qu'on expliquait juste avant. À partir de la thréonine qu'elle va facilement absorber et qu'elle a finalement peu besoin, donc c'est pour ça qu'elle va l'absorber et le transformer directement. Et donc, par contre, valine, isoleucine, valine, isoleucine et leucine, ici donc sont primordiales pour la levure. Donc elle sait les synthétiser, mais comme disait Gilles, donc c'est en lien avec le diacétyl, elle va préférer les puiser dans son milieu plutôt que de les synthétiser elle-même. Et donc ici, classiquement, c'est la quantité, alors donc la famille c'est ce que je disais tout à l'heure, les dicétones, des dicétones vicinales. Donc le diacétyl, c'est typiquement ce qui va se passer au cours de la fermentation. Donc vous allez avoir la production de diacétyl qui va être ensuite réabsorbée par les levures, qui va grimper en fin de fermentation. Et c'est là qu'il va falloir de nouveau le réduire. Donc maintenant, comment on peut contrôler le diacétyl? Donc, je crois que Gilles l'a rappelé tout à l'heure sur une slide précédente. Un optimum FAN que vous devez voir apparaître. Donc ça, c'est sur votre certificat d'analyse de mou. Vous avez classiquement entre 150 et 200 ppm généralement de FAN dans votre mou. Un minimum de 140 est fortement recommandé. Donc là, déjà, c'est quelque chose qui est possible de faire aussi pour vous. Donc, c'est peut-être de jouer sur contrôler la population de levure. J'entends par là dans le sens où si vous avez, par exemple, surensemencement, vous dites, je vais surensemencer un petit peu la levure de façon à ce qu'il y ait donc plus de production de diacétyl, plus de diacétyl produit comme il y a plus de levure. Et comme il y a plus de levure, elle va aussi le réduire, le réabsorber tout de suite de façon plus importante et plus rapidement. Ça, c'est un premier levier de contrôle du diacétyl. Deuxième levier, c'est sur la température de fermentation. On sait que la levure va avoir tendance à réabsorber le diacétyl à une température plutôt élevée. Donc, on peut bien sûr augmenter la température de fermentation. Donc, la fermentation aura tendance à être plus rapide et on aura une production aussi de diacétyl forcément qui sera plus rapide. Et donc une conversion plus rapide, donc l'alpha-acétolactate en diacétyl, et donc sa réduction ensuite par les levures. Et en fait, finalement, c'est ce qui nous amène au concept du palier de diacétylreste, qui est généralement appliqué aux bières, aux lagers, donc qui est fait en fin de fermentation et qui consiste à avoir donc une conversion complète de l'alpha-acétolactate en diacétyl. Et donc la levure, puisque la température est maintenue un petit peu plus haute, pourra rester active et réduire ce diacétyl. Donc un conseil pour les fermentations hautes, les ale, en fin de fermentation, éventuellement maintenir la température, alors si vous avez fermenté à 20, 22, 24, vous maintenez cette température-là pendant plus ou moins 24 heures. Et pour les lagers, plutôt 24 voire 48 heures à une température un petit peu plus élevée. Comme je disais, il faut une température quand même assez haute pour que la levure puisse réabsorber et transformer ce diacétyl-là. Donc aux alentours de 16, éventuellement, laissez filer la température au bout du deuxième jour de fermentation, par exemple, et puis vous arrivez donc sur un plateau à 16 degrés en fin de fermentation. Vous restez comme ça 2 jours, et puis là, donc, ça sera normalement bon. Vous avez réussi à réduire ce diacétyl, et aussi très important, et là ici c'est pas mentionné, mais le diacétyl, en fait, dans votre bière, la première étape, ça va être de goûter votre bière, en fait, voir si vous sentez ce diacétyl. Alors sur une ale, toujours le cas assez crucial en fait, et on n'y pense pas souvent, mais goûtez votre bière et voyez si vous avez ce côté diacétyl, donc beurré, rance, qui est trop présent. Donc là, dites-vous, je vais laisser, j'arrive en fin de fermentation, on va attendre encore 1 ou 2 jours, et je vais laisser filer un petit peu encore la température, ou si je peux la réguler moi-même, je vais monter un petit peu. Donc tout à l'heure, Gilles vous a présenté les besoins assez fondamentaux et majeurs de la levure, mais qui restent des quantités minimes et finalement en nombre pareil, assez minimes. La levure n'a pas besoin de beaucoup de choses, mais elle a besoin
d'acide gras, alors acide gras insaturé surtout, et d'ergostérol. Ces deux composés vont avoir un rôle essentiel la croissance et la multiplication des levures, parce qu'ils font partie intégrante des membranes de la levure. Donc ça va permettre de favoriser et de faciliter la perméabilité, la fluidité membranaire. Donc par exemple lors d'un bourgeonnement de cellules, lorsqu'elles vont avoir besoin d'intégrer les sucres, de manger les sucres, lorsqu'elles vont avoir besoin de relarguer toutes sortes de molécules. Par exemple, on parlait juste avant de l'absorption du diacétyl, ça aussi c'est important. Donc très très important sur la croissance des levures. Et par contre, malheureusement, ce sont souvent des facteurs limitants. C'est-à-dire que le milieu mou est généralement assez pauvre en acide gras et en ergostérol. Par rapport, par exemple, on disait juste avant, par rapport aux fans, où là, la levure trouve la quantité juste nécessaire, ce qu'il lui faut en fan dans son milieu, dans le mou. Et donc le lien avec l'oxygène ici, il est où? Il est que la production, la synthèse des stérols, donc des ergostérols, des stérols, famille des stérols en général dont la levure va avoir besoin, se fait via le métabolisme respiratoire. Donc c'est là toute l'importance du rôle de l'oxygène. Donc la levure, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va pouvoir synthétiser elle-même ces acides gras insaturés, les stérols, avec de l'oxygène, et elle va aussi pouvoir absorber ceux qui sont présents dans le mou, mais comme je disais, en quantité moindre. Donc classiquement, ce qui va se passer, la levure respire, l'oxygène permet donc la synthèse des stérols ici, donc la levure va commencer à synthétiser ces stérols, avec un rôle majeur donc pour la fluidité membranaire, donc elle va les stocker finalement dans sa membrane, et à un moment où elle en aura suffisamment synthétisé, suffisamment absorbé aussi, donc ils seront en excès, et à partir de là, on n'aura plus cette voie-là qui sera favorisée métabolique, on aura cette voie d'estérification pour transformer en fait pour transformer ces stérols sous forme d'ester et qu'elle va stocker dans la vacuole. Donc la levure est capable de faire un stock de ces stérols. Donc la question, dois-je oxygéner mon mou, ma levure? Alors premier élément de réponse, si vous ensemencez une levure en sortie de sachet, donc que vous n'avez pas réutilisé, propagé selon les recommandations d'utilisation, donc j'entends pour une hale à 50 grammes à l'hectolitre, sur un simple brassin, alors là, nous, on va vous dire non, il n'est pas nécessaire d'oxygéner votre levure, votre mou. C'est toujours, je sais un petit peu aussi ça, la préférence du brasseur. Oui, moi j'oxygène, j'ai toujours fait comme ça et ça marche mieux. Ou non, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais plus besoin et puis c'est vrai que j'ai pas forcément le matériel. Donc ça, vraiment, une levure sèche en sortie de sachet sur un simple brassin avec un dosage, un taux d'ensemencement classique recommandé, a priori, vraiment, il est assez inutile d'oxygéner votre mou. Deuxième élément de réponse, si il faudra penser à ajouter de l'oxygène ou à oxygéner, si donc dans le cas de si vous travaillez en multibrassin. Par exemple, pour un double brassin, vous avez deux brassins dans le même fermenteur. Là, classiquement, généralement, ce que vous faites, c'est que vous allez doser la levure à 50% sur le volume total. Donc vous la dosez, vous ajoutez la levure au premier brassin. Donc là, il va être nécessaire d'oxygéner lorsque vous allez entonner le deuxième brassin. Un exemple, deux brassins de 10 hectos, vous allez, si vous ensemencez 50 grammes de levure, là, il faudra oxygéner au second brassin, puisque normalement, le dosage total, donc pour 20 hectos, c'est plutôt 1 kg. Et si vous mettez par contre 1 kg au tout début, donc au premier brassin, là, au deuxième brassin, vous n'aurez pas besoin d'oxygéner. Il est aussi nécessaire d'oxygéner si vous avez une densité de départ qui est très élevée, donc encore toujours le cas de conditions de fermentation difficiles. Donc là, il sera nécessaire d'oxygéner une densité de départ élevée. On va être aux alentours de 20 plateaux, voire au supérieur à 20 plateaux. Et alors aussi dans le cas, bien sûr, si vous réutiliseriez potentiellement la levure, si vous faites une propagation, si vous récupérez un pied de cuve. Et alors, en levure sèche, c'est vrai que vous pouvez réutiliser cette levure. Moins de 5 générations, par contre, au-delà de 5-6 générations, là, vous risquez des déviations génétiques assez importantes. Mais dans le cas où vous la réutiliseriez, là, il faudra penser à oxygéner. Et c'est illustré ici. Donc, en fait, pourquoi aussi on vous dit, ben non, vous comprenez peut-être pas quand je vous dis la levure, elle doit synthétiser ses stérols, mais elle a besoin d'oxygène. Donc, pourquoi vous le dites, la levure sèche, il n'y a pas besoin, a priori, d'oxygéner. Parce que la façon dont on produit nos levures, on les cultive et on les met, on les sèche et puis on les conditionne, la levure est prête, elle est dans une condition
on va dire une condition dans laquelle elle est prête directement à fermenter, à travailler, et elle a un stock de réserve suffisant en ergostérol, également en minéraux, un besoin qu'elle a par exemple en zinc. Le zinc et le magnésium sont deux minéraux essentiels à la voie de transformation des sucres en acétaldéhyde, sont des cofacteurs indispensables. Elle a aussi un stock suffisant, le zinc, elle a un stock suffisant par exemple pour 5 générations. C'est pour ça aussi quand je dis réutilisation de la levure, au-delà de 5 générations, ça deviendra vraiment compliqué à partir d'une levure sèche. Donc pour les stérols, c'est pareil. Les ergostérols, pas besoin d'oxygénation puisqu'on l'a préparé, on l'a mis dans un état dans lequel elle a suffisamment d'ergostérol en stock pour pouvoir se multiplier sans avoir besoin d'oxygène. Et donc finalement, ce stock qu'elle a au départ va avoir tendance à diminuer à chaque division, à chaque génération, à chaque division cellulaire. Et finalement, oui, je disais ajout d'oxygène, pensez à oxygéner votre mou si vous avez réutilisé la levure et que vous êtes à génération 2 ou 3 ou 4 ou 5. Alors maintenant, on arrive à la fin de ce, enfin et surtout difficilement, mais j'arrive à la fin de ce webinaire. Et je vous présente ici donc une liste, puisque je prévois d'en planifier d'autres webinaires. Donc ici, on était sur voie d'optimisation de la levure sèche, donc un concept assez général, assez global. Et puis par la suite, donc voici ce qui pourrait être envisagé. Donc les dates ne sont pas encore fixées, ça je vous invite à suivre un petit peu, nous suivre sur les réseaux, ou alors vous avez peut-être certainement reçu un mail d'invitation via Malterie du Château notamment, notre distributeur principal, en tout cas moi sur la France. Donc n'hésitez pas à suivre ça pour les dates qui vont venir, qui vont se fixer au fur et à mesure. Donc voici plusieurs sujets. Donc il y a encore par exemple ici un deuxième sujet assez global, assez général, sur comment sont produites nos levures. Donc, je vous ai montré où elles étaient produites, à Gand. Mais alors, la manière dont elles sont produites, l'étape de séchage, et puis alors après, les spécifications microbiologiques pour répondre à notre système qualité sur nos levures, et aussi donc la conservation de la levure sèche. Ça, il y a une délai de 3 ans, je pense que ça... Vous vous en doutez, une levure sèche, ça peut être conservé très longtemps. On est sur un produit sec. Nos levures peuvent être conservées. Vous avez une DLUO de 3 ans qui est affichée sur le paquet. Et donc là, il y aura aussi des tests de vieillissement pour appuyer un petit peu cette présentation. Et après, donc à partir de là, on aura des sujets beaucoup plus spécifiques sur un thème en particulier. Donc par exemple, notre levure en lager, la W3470, on mène depuis 2 ans des études de caractérisation de chaque souche. Vous voyez, dans la gamme bière, sur les fermentations hautes, on a 14 souches. Et l'objectif, c'est pas d'en avoir 50, 40, 50. Le but, c'est de les connaître par cœur. Et d'être capable de dire, écoutez, si vous la travaillez à plutôt telle température, ou alors plutôt, oui, si vous surensemencez un petit peu cette levure, vous pouvez avoir tel résultat. Donc, c'est vraiment la caractérisation de chaque souche. Donc ici, c'est cette étude-là qui vous est présentée, donc pour obtenir la meilleure lager, on va dire, en fonction de ce que vous souhaitez obtenir, bien sûr. Donc après, il sera possible aussi d'aller sur tout ce qui est bière houblonnée, donc de parler de New England, de Brut IPA. Je vous ai parlé tout à l'heure des Sav Brew DA16 et HA18, donc notamment ces deux levures-là. La Sav Sour aussi, on a de quoi donc vous montrer comment on peut obtenir une sour. Donc on va parler aussi du processus de kettle souring. On a aussi donc maintenir le trouble avec le spring blanche. J'en ai parlé au début. L'objectif de ce produit fonctionnel, le spring blanche. Un petit point aussi pourrait être fait sur la refermentation en bouteille. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir. Est-ce qu'on ajoute de la levure ou pas? Comment on calcule sa quantité de sucre, etc. Et puis après deux encore derniers sujets plus récents, j'ai envie de dire, donc la tendance des NABLAB, donc ce qu'on appelle les no alcoholic beer, les low alcoholic beer. Donc à partir d'une fermentation classique avec une levure qu'on a à la gamme la Sav Brew LA01, LA low alcool. Et puis enfin ce qu'on voit arriver petit à petit maintenant en France aussi, les hard seltzer. Donc quelle solution pour faire du hard seltzer? Ça c'est à venir aussi par la suite. J'enchaîne sur cette slide. Si vous avez quelques minutes, moins de 2 minutes à nous accorder, ça serait vraiment top si vous pouviez, alors soit vous cliquez sur ce lien ou alors le copier peut-être, ou utiliser le QR code avec l'appareil photo de votre téléphone, de votre smartphone. Vous avez un petit questionnaire qui vous attend avec 2 ou 3 questions assez basiques. On aimerait connaître un petit peu vos attentes sur la fermentation, peut-être éventuellement les difficultés que vous rencontrez, qu'est-ce que vous attendez d'une levure. Et puis il y a une dernière question aussi qui est assez ouverte sur parmi la liste des webinaires que je vous ai présentés juste avant.
savoir ceux qui vous feraient le plus plaisir, ceux que vous aimeriez voir par la suite. Donc n'hésitez pas à flasher ce QR code ou à utiliser le lien qui est en dessous. Écoutez, merci de votre attention. Je suis encore désolée pour les petits problèmes de connexion et techniques qu'il y a eu durant ce webinaire. Donc, comme Gilles l'a dit, j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui étaient arrivées sur le chat. Donc, Gilles a dû faire un petit inventaire et puis on va pouvoir y revenir dès à présent. Voilà, merci de nous avoir écoutés en tout cas. Et maintenant, on va voir pour les questions. Donc, Alexia, tu m'entends ? Oui. Oui. Alors, pour le moment, une seule question, j'ai vu, c'est Alan qui nous donne l'avantage du bleu de Tripan ou bleu de méthylène. Alors, je ne sais pas si c'est l'un par rapport à l'autre ou si c'est... Je pense que la question est tournée, est-ce qu'il vaut mieux utiliser pourquoi utiliser du bleu de Tripan plutôt que du bleu de méthylène ? À mon sens, l'un ou l'autre, l'un ou l'autre, en fait, peu importe. À moins que Gilles t'ait une idée aussi dessus, mais c'est vrai qu'on voit les deux, on entend les deux. L'un par rapport à l'autre. Dépendant des techniques de laboratoire, mais on obtient des résultats similaires l'un par rapport à l'autre. Je pense essentiellement que le Tripan est conseillé avec le Vicel. C'est essentiellement, mon avis, pour ça qu'il est utilisé, mais l'un ou l'autre, ça fonctionne. Voilà. Par contre, mais c'est comme tout colorant, si on en met trop, ça peut être toxique pour la levure, donc on peut induire une surmortalité si on a un surdosage, donc bien faire attention à son dosage. Alors, une question de Jérémy par rapport à la méthode d'ensemencement des levures pour le whisky. Est-ce que c'est OK également directement dans le fermenteur, dans ce qu'on peut appliquer l'easy to use avec les levures whisky? Alors pour ces levures, a priori oui, il est possible d'en les ensemencer directement également. Voilà. Je vous en prie. De rien, Jérémy. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est là pour ça, pour répondre à vos questions également. Oui, et alors je me permets aussi de revenir sur la toute première slide de la présentation, puisqu'il y avait mon adresse mail. Si jamais vous avez des questions par la suite de ce webinaire ou toute question, toute information, vous avez mon mail ici qui est en bas à gauche sur la première slide. Je ne sais pas s'il y a des gens encore actifs sur le chat. Je vois personne sur le chat. Oui, je vois encore Jérôme et Jérémy toujours qui sont en train d'écrire. Eh bien, pas de souci. Mon mail est là quand vous voulez pour m'envoyer vos questions sans problème. Je saurai revenir vers vous et y répondre. Bonne fin de journée à vous aussi. Merci d'avoir participé et d'avoir été aussi actif, d'avoir utilisé le chat. Et n'hésitez pas donc à vous inscrire pour les webinaires suivants. Donc je vais quand même essayer d'anticiper les dates assez à l'avance. Et puis donc vous pouvez nous suivre sur nos réseaux. Donc on a Facebook, LinkedIn. Et donc après, si vous passez par la malterie du château, vous serez certainement assez rapidement informé de la suite. Refermentation bouteille, je vois qu'il y a un intérêt ici. Et alors aussi, pour ceux qui ne se seraient encore pas déconnectés, je replace. J'ai de tout passer un par un. Le QR code, ça c'est quelque chose qui peut paraître anodin pour vous, mais je vous assure qu'on est assez content de voir un petit peu les retours du marché et ce qui vous intéresse le plus, ce qui vous plaît le moins et ce dont vous avez besoin aussi.
Ensemencement IPA. Ensemencement IPA, donc là, on parlait des New England et des Brut IPA, c'est ça? Ok. Eh ben, ok, c'est noté. Il y a ce qu'il faut dessus. Bon, bah écoutez, je pense qu'on arrive au bout. Encore une fois, n'hésitez pas pour si vous avez certainement pris mon mail si vous avez la moindre question. Et puis bah je vous dis à bientôt pour ceux qui sont présents pour le webinaire suivant. Gilles, merci d'avoir été support technique aussi sur ce webinaire et d'avoir pris le relais. J'ai été un petit peu embêtée, j'espère que ça ira mieux la prochaine fois. Pas de problème. J'attends encore Jérémy qui a un message. À bientôt, merci à vous d'avoir été présents. Voilà. Et merci à tous. Et puis, bonne fin de journée à tous. Merci. À bientôt. Ouais, au revoir. Au revoir.